Non, voilà, ça aurait été dommage quand même. Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire de présentation du master Prospective Innovation Disruption. Donc, je suis Philippe Durance, je suis professeur au Conservatoire national des arts et métiers, responsable national de ce master-là. On va se présenter rapidement. Christophe? Je suis Christophe Liénard, donc je suis le directeur central de l'innovation Bouygues. Et moi, je suis Marc Lecoq, donc professeur à l'ENSAM et directeur du centre Michel Serres. Eh bien, merci. Alors, une petite introduction rapide pour vous dire en quelques mots en quoi consiste ce master et surtout parler de prospective. Alors, le master n'a pas pour objet de former qu'à la prospective, hein. On est bien sur plusieurs dimensions, notamment l'innovation, la conduite du changement. Mais la prospective, c'est quand même une dimension, on va dire, qui est marquante par rapport à d'autres approches et d'autres formations de ce type. Alors, juste pour vous dire quelques mots sur la prospective avant de passer la parole à mes collègues. Donc, la prospective, c'est une forme d'anticipation. Son objectif, c'est d'éclairer la décision. En fait, son objectif, c'est de préparer, à la fois se préparer au changement attendu, ce qu'on appelle la préactivité, mais aussi et peut-être surtout provoquer les changements souhaités, donc passer dans un registre qui est plus normatif, qui est celui de la structuration, on va dire, de son environnement et de la préparation vers un avenir qu'on dit souhaitable ou un futur qu'on appelle souhaitable. En gros, la prospective, ça recouvre, et c'est ce qui sera abordé dans le cadre de ce master notamment, ça recouvre trois grands aspects. Un premier aspect qui est une attitude, ça repose sur une attitude très particulière, on va dire très spécifique vis-à-vis de l'avenir, qui considère que l'avenir n'est pas écrit à l'avance, mais qui peut être changé, qui peut être le fruit en fait de la décision, le fruit d'un choix, à condition que ce choix évidemment soit quand même collectif. Donc ça, c'est l'attitude, c'est vraiment un point important qui est abordé dans le cadre de ce master-là. Le deuxième aspect, c'est la méthode. Donc la prospective, c'est pas de la futurologie. C'est pas l'idée de se mettre à un coin de table pour essayer de se dire ensemble joyeusement ce que demain sera, mais c'est l'utilisation de méthodes plus ou moins formelles d'ailleurs, qui apportent un degré de rationalité, on va dire, à cette réflexion. Donc là aussi, c'est évidemment des enseignements qui sont importants, hein, qui permettent de développer cette attitude prospective et d'explorer les futurs possibles, notamment pour éventuellement aller vers un futur souhaitable, à travers des méthodes qui sont assez détaillées et assez nombreuses quand on regarde à peu près ce qui se passe dans les organisations aujourd'hui. Et puis le troisième temps, c'est un temps sur les discours. En fait, la prospective, ça permet, notamment à travers les méthodes, ça permet de produire des éléments de langage sur l'avenir. Ça, c'est une dimension qui est très importante. Donc ça fonde la décision, mais ça fonde aussi, avant peut-être la décision d'ailleurs, la représentation que les acteurs ont du monde, ont de l'avenir du monde et de l'avenir qui les concerne. Et donc les éléments de langage qui passent d'ailleurs souvent par ce qu'on appelle les scénarios. Ça, on voit tous à peu près ce que sont des scénarios prospectifs. On en entend souvent parler et beaucoup d'organisations les utilisent et s'en servent. Et ces scénarios sont justement des histoires de l'avenir qui permettent, sur lesquelles on peut s'appuyer ensuite pour prendre des décisions dans tout type d'organisation, on va dire qu'elle soit entreprise ou collectivité locale ou autre. Alors je finirai juste pour vous dire que évidemment il y a un lien très fort entre prospective et innovation. C'est-à-dire que la prospective, ça permet notamment, en dehors de cet aspect articulé à la décision, ça permet de voir neuf. Donc, c'est une manière de le dire et c'est une manière de présenter la prospective. Ça permet de voir des choses différentes. Ça permet de sortir, on va dire, un peu des sentiers battus. Et donc il y a un lien évidemment très fort avec l'innovation, puisqu'il y a une exploration, on va dire, assez systématique de possibilités, de futurs possibles, et donc souvent il y a un couplage assez fort entre la dimension prospective et la dimension innovation.
Voilà en ce qui me concerne. On aura un temps de questions-réponses après, donc surtout si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les inscrire dans le chat, et puis on prendra le temps d'y répondre tous ensemble par la suite. Je vais passer la parole à Christophe. Merci Philippe. Donc moi je vais vous présenter finalement un petit peu un cas concret de l'utilisation de cette prospective dans l'entreprise. Donc je vais prendre bien sûr l'exemple Je suis donc à la tête de l'innovation du groupe Bouygues. Sur le slide suivant, on va pouvoir voir finalement les 5 métiers du groupe. Donc c'est un groupe qui a une présence à la fois dans plusieurs géographies et à la fois sur plusieurs thématiques. On retrouve les 3 métiers de la construction, Bouygues Immobilier, Bouygues Construction et Colas principalement, et puis le groupe TF1 et Bouygues Télécom. On voit dans ces petites images que j'ai reprises le fait qu'à chaque fois l'aspect de share est très important, ou en tout cas l'innovation partagée est quelque chose qui est au cœur de notre ADN du groupe, qui est un groupe sur la page suivante qui est un groupe qui existe donc depuis 2 générations, 70 ans. C'est le seul groupe du CAC 40 qui n'a connu que 2 patrons dans cette période. On est 129 000 dans l'ensemble du groupe, sur 81 pays. Chiffre d'affaires est un peu inférieur à 35 milliards. Et on a à l'intérieur de ce dispositif également donc 2800 apprentis. Et donc sur ces apprentis, certains bien évidemment sont sur des métiers très opérationnels, et puis d'autres peuvent être effectivement sur des métiers plus prospectifs. Et donc sur la page suivante, on voit finalement les 4 engagements du groupe, qui sont des engagements forts, qui sont des engagements, j'allais dire, véritables. Un, sur le fait de faire progresser tous les collaborateurs. On n'est pas tellement dans un groupe avec une R&D puissante. On n'est pas Airbus ou Safran. On est plutôt la valeur du groupe, c'est vraiment la valeur de ces hommes. On essaie d'imaginer des solutions durables pour nos clients, de simplifier la vie au quotidien et de contribuer au bien vivre ensemble. Donc ça, c'est les 4 grandes missions du groupe. Quand je suis arrivé en 2017 à la tête de l'innovation, non, on a une page avant, je pense, qui doit peut-être, voilà, celle-ci, merci. On a réfléchi sur les 4 grandes tendances qui sont la base finalement de toute notre action. Donc on a réuni l'ensemble des patrons de la prospective, de la stratégie d'innovation du groupe, et on a décidé que ces 4 grandes tendances que vous voyez à l'écran, donc celles qui sont relatives au changement du climat, à l'accroissement de la population, à son vieillissement et à l'urbanisation, bien sûr au digital et à la transformation digitale, et puis également au changement des collaborateurs, que ces 4 grands axes étaient finalement les bases de toute notre action. Et en tout cas, pour l'innovation, c'est véritablement là-dessus qu'on se base pour établir notre plan de route. Et donc, pour prendre quelques exemples précis, sur la page suivante cette fois-ci, on voit que on a un certain nombre de sujets qu'on a travaillé avec le Centre Michel Serres, par exemple, avec Marc qui est là, avec Ideas Lab. Donc j'en ai pris quelques-uns, et à chaque fois on essaye de regarder finalement l'impact. Si on prend l'exemple de quartier énergétique, qui est un programme que l'on a monté l'année dernière, et qui, entre 2019 et 2020, et qui était finalement une réflexion prospective d'une ville demain qui est autonome en énergie, qui produit son énergie, qui la stocke comment, qui la produit comment, qui la consomme comment, et ce lien fort entre le bâtiment et la mobilité qui doit être réalisé. Ce projet-là ensuite a donné naissance à un second projet qui s'appelle Quartier bas carbone, donc qui s'appelle QBC 40 sur le slide, toujours avec le Centre Michel Serres et avec Ideas Lab, sur finalement la préfiguration d'un quartier bas carbone, souvent un quartier qui existe déjà,
Que faut-il faire pour aller vers ce quartier bas carbone? Et puis, ensuite, on migre finalement encore un peu plus haut. C'est-à-dire, finalement, ces quartiers, il faut qu'ils soient en transition. Et aujourd'hui, donc, une équipe est en train de réfléchir sur la manière dont on peut être en transition sur ces quartiers. Ensuite, bien évidemment, il faut s'intéresser également aux citoyens. Et donc, c'est le petit passage Smart Citizen que vous voyez à l'écran. Donc, vous voyez finalement, dans l'ensemble de cette page, on voit tout un parcours, à la fois un parcours sur des sujets de prospective bien concrets, sur des sujets sur lesquels on partage à la fois avec des centres de recherche comme celui du CEA, de l'Open Innovation Center à Ideas Lab, mais également avec le centre Michel Serres, et sur lequel il y a une mixité finalement et des compétences et des origines finalement permettent d'avoir un sujet qui permettent sous un horizon de temps souvent court, hein, nos projets sont généralement de 6 mois, permettent d'avoir des étapes. On a un deuxième exemple que je voulais aborder sur la page suivante, qui est un sujet sur les scénarios. Tout à l'heure, Philippe nous parlait des scénarios. Donc, on a également travaillé sur ce dispositif des scénarios avec un think tank que l'on a co-créé, qui s'appelle Futura Mobility, sur finalement la mobilité de demain ou d'après-demain, sur lequel on a réuni la SNCF, Alstom, Aéroport de Paris, Keolis, Safran, Air Liquide. Et on a déjà, de manière prospective, travaillé sur des histoires de la mobilité du futur. Donc, on s'est mis dans un certain nombre de scénarios. Qu'est-ce qui se passe si il n'y a plus d'énergie? Qu'est-ce qui se passe si l'énergie est au contraire abondante et gratuite? Qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc, on a, dans les 20 histoires sur le futur de la mobilité, on a décrit finalement 20 prospections futures. Ensuite, on a également travaillé avec des étudiants sur 10 défis pour dans 10 ans. On s'est engagé sur la droite, ce que vous voyez peut-être pas sur l'écran suffisamment, mais sur des convictions, donc 9 convictions fortes sur la mobilité de demain. Et puis, sur la page suivante, on a également travaillé sur des scénarios. Donc ça, c'est très récent, c'était en janvier de cette année, janvier 2021, où on a réuni une quinzaine d'entreprises autour de ces 3 scénarios. Croissance First, donc c'est finalement le scénario en continuité du scénario qu'on connaît aujourd'hui. Techno First, donc la technologie va nous sauver. Et Ressources First, il faut véritablement diminuer notre consommation des ressources. Et donc sur la page suivante, on a défini un certain nombre d'indicateurs. Sur cet indicateur, si je reprends celui de Techno First, donc la technologie va nous sauver. Demain, on va pouvoir avoir une énergie décarbonée, pratiquement gratuite, abondante. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire sur la société? Qu'est-ce que ça veut dire sur les ressources? Qu'est-ce que ça veut dire au niveau géopolitique? Et donc, sur la page suivante, on a ensuite mené un atelier de réflexion en disant, pour mon entreprise, est-ce qu'elle existerait encore dans ce monde? Quel serait son métier, sa mission, ses offres, ses partenaires, ses concurrents? Et puis, quelle stratégie adopter dès aujourd'hui pour que nos entreprises soient fortes dans ce scénario-là? Donc, on voit bien finalement l'importance pour un groupe comme le nôtre d'une prospective élaborée, souvent et toujours réalisée finalement avec son écosystème autour, qui nous permettent finalement de mieux préparer notre direction de demain, nos offres de demain, voire notre vision de demain. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques mots sur la prospective dans le groupe et son interaction avec, en l'occurrence, le centre Michel Serres. Et donc, du coup, je passe la parole à Marc pour davantage d'explications sur le centre Michel Serres et ce programme. Merci Christophe. Donc effectivement, je vais vous présenter très rapidement le centre Michel Serres, ses activités, mais surtout le nouveau master qu'on va lancer en septembre 2021 en collaboration avec le CNAM et puis Ingénieur 2000, qui a vocation justement à former des jeunes qui vont être capables de relever les défis dont parlaient Philippe et Christophe, et qui vont être capables d'intégrer
des structures, des entreprises territoriales pour justement avoir ce type de réflexion. Donc le Centre Michel Serres a été créé donc en 2013, par une commune qui s'appelle ESAM Université, qui regroupe environ plus d'une dizaine d'établissements aujourd'hui dans différents domaines. Et le positionnement du centre, en fait, c'est de former des jeunes, des apprenants, titulaires au minimum d'un bac+3, de les former à l'interdisciplinarité, la créativité, l'innovation et la transformation. L'interdisciplinarité, pour nous, c'est quelque chose d'essentiel. Ça veut dire mêler des disciplines très différentes. Ça va de l'ingénierie, du design, de l'architecture, bien sûr, mais aux sciences humaines et sociales. L'histoire, l'aménagement du territoire, la géographie, la sociologie, la philosophie, et d'aborder justement les grands enjeux d'aujourd'hui, dont certains ont été cités par Christophe, et de les aborder avec justement cette vision plurielle, cette vision vraiment très pluridisciplinaire, et de faire réfléchir des jeunes à ces problématiques avec le rapport spécifique disciplinaire, mais également bien sûr avec leur personnalité. Une des autres caractéristiques du centre, c'est donc les projets d'innovation interdisciplinaire, sont des projets lourds que l'on mène avec des partenaires. Christophe en a cité quelques-uns, des partenaires du monde socio-économique, qui sont sur 5 mois en fait, à raison de 3 jours par semaine sur ces 5 mois, mais surtout qui mobilisent une équipe d'étudiants d'environ 8 étudiants très fortement pluridisciplinaires. Donc à ce jour, on a formé plus de 450 étudiants à travers 3 offres de formation, donc un semestre, un post-master, mais ça je ne vais pas en parler ici, c'est pas l'objet, et surtout à travers un master qui s'appelle Prospective, Innovation, Disruption, ça c'est le parcours, et qui va ouvrir à partir de septembre 2021 au Centre Michel Serres. Ce master, il a plusieurs objectifs, donc bien sûr favoriser l'innovation, l'interdisciplinarité par la voie d'approche prospective, comme on vient de le voir, d'approche plus innovante, disruptive. Donc ça, c'est un objectif assez classique. On veut par là même aussi former des acteurs de changement, c'est-à-dire des jeunes qui vont être capables de s'emparer des nouveaux défis, des défis contemporains de la société, et d'être acteurs de ces nouveaux défis. Aussi, un troisième objectif qui me semble très important, c'est d'accompagner aussi les entreprises et les organisations publiques, je parlais des collectivités tout à l'heure, dans le recrutement de profils nouveaux. C'est-à-dire qu'il me semble, mais je crois que c'est partagé aussi par mes 2 collègues, qu'on a souvent, ces dernières années, recruté des profils assez identiques, assez constants, des ingénieurs qui sont formés dans tel domaine et qui vont intégrer toujours ces structures, R&D, etc., innovation. Et on est vraiment convaincu qu'on doit pouvoir aussi former d'autres profils issus d'autres disciplines. Je parlais tout à l'heure de sociologie, d'anthropologie. On peut très bien avoir des gens qui sont issus de ces disciplines, formés à l'innovation, à la prospective, et qui vont pouvoir intégrer nos structures professionnelles. Et puis bien sûr, le 4e objectif, qui est évident pour un centre de formation, c'est de former des apprenants capables d'intégrer ces organisations professionnelles, c'est-à-dire de les équiper méthodologiquement, par l'expérience, etc., à intégrer ces structures. Le slide suivant. Donc, quels sont les jeunes que l'on souhaite former? Donc, bien sûr, c'est un master en 2 ans, M1 et M2. Donc, on va former des titulaires a priori d'un bac+3 dans toutes les disciplines. Mais au-delà des résultats académiques, par exemple, que l'on va bien sûr rechercher et analyser dans le recrutement de ces jeunes, on va chercher aussi des personnalités, c'est-à-dire des étudiants curieux à la recherche d'une formation bien sûr par alternance, parce que c'est une formation en alternance et ça teinte vraiment la formation, et des jeunes qui sont curieux et qui sont intéressés bien sûr par l'innovation, par cette vision prospective de la société, et qui vont être soucieux d'intégrer et d'être acteurs de ces changements. Là, vous avez une idée un peu de la maquette que l'on propose dans le cadre de ce master. Donc, en 2 ans, là, vous avez la première année. On va retrouver sur le premier semestre ces fameux projets d'innovation interdisciplinaire dont on a parlé un peu tout à l'heure. Donc, je vous ai spécifié projet long, 3 jours par semaine pendant 20 semaines, avec une équipe d'environ 8 étudiants très fortement pluridisciplinaires. Donc, on va le retrouver sur ce semestre 1. Ça permet d'intégrer les jeunes qui vont arriver dans une réalité, dans une dynamique de projet,
on les lance tout de suite dans le grand bain, en fait. Hein. Et par expérience, parce que ce master fait suite aussi à un diplôme qu'on avait auparavant, mais qui ne conférait pas le grade de master. On a déjà apprécié la qualité, en fait, de mettre ce projet dès le premier semestre dans la dynamique qui se crée au sein de la formation, dans la responsabilisation des apprenants. En parallèle, sur ce premier semestre, il y a une phase de découverte un peu de l'entreprise sur les 19 premières semaines, les 20 premières semaines, à raison des 2 jours restants de la semaine. Et puis, on finit par 3 semaines pleines dans l'entreprise sur ce premier semestre. Le deuxième semestre est un peu plus classique. Il va être découpé en 2 parties. Une partie enseignement et une autre partie, bien sûr, entreprise. L'enseignement, on va voir 2 des 3 premiers domaines. Hein, on a 3 domaines d'enseignement en fait sur ce master: créativité individuelle et collective, mutation et société, et paradigme d'innovation. Chacun comporte 2 grands modules. Au semestre 2, on va voir le premier module de créativité individuelle et collective axé sur la créativité individuelle, et un premier module du domaine paradigme d'innovation, c'est-à-dire la compréhension de l'organisation d'entreprise et des services innovation, les écosystèmes d'innovation, intrapreneuriat, entrepreneuriat, etc., etc. Et puis, une partie en entreprise beaucoup plus conséquente, c'est-à-dire qu'on voit déjà là une montée en puissance en fait des responsabilités qui peuvent être données à l'apprenant dans l'entreprise grâce à ces différences. J'ai pas parlé des 2 intensifs au premier semestre et au deuxième semestre. Ce sont des semaines bloquées au tout début du semestre qui visent à outiller nos apprenants d'outils méthodologiques très précis. Et ça, dans les 3 domaines, hein. Par exemple, pour créativité individuelle et collective, on va avoir des choses du type sur la représentation des idées. Paradigme d'innovation, ça va être sur le management de projets innovants. Et mutation et société, ça va être par exemple sur l'enquête qualitative issue des sciences sociales. Si on passe à l'organisation de la deuxième année, on a un 3e semestre qui est complètement dédié à l'enseignement au Centre Michel Serres. On retrouve les différents domaines que j'ai cités tout à l'heure, avec pour mutation et société les 2 modules qui seront enseignés sur ce semestre. Le premier sur la prospective, que pilote bien évidemment Philippe. Le deuxième module de créativité individuelle et collective sur la créativité collective, les techniques de créativité collective. Le deuxième module de paradigme d'innovation et le deuxième module de mutation et société qui va plus là être axé sur les transformations de la société. Et puis le 4e semestre étant dédié complètement à l'entreprise avec, on imagine là bien, une mission beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus large, confiée à l'apprenti. Donc ce master, je le rappelle, hein, ce parcours prospective, innovation, disruption est délivré, c'est un diplôme qui est délivré par le CNAM et il est donc mené en parallèle, en partenariat avec l'ingénieur 2000 pour tout l'aspect apprentissage. Les débouchés possibles, alors on s'est livré un petit exercice suite à notre expérience, mais aussi grâce au conseil de formation professionnelle qui est mis en place par ingénieur 2000 dans ces cas-là, quand on monte une nouvelle formation, où on a de nombreux partenaires industriels et puis aussi des collectivités. Et ce CFP nous a aidé un peu à formaliser les types de débouchés, les types de postes que pourraient occuper les apprentis pendant leur apprentissage ou à l'issue de cet apprentissage. Donc, on retrouve des postes de facilitateurs, facilitatrices de projets auprès d'organisations publiques ou d'entreprises. On insiste bien sur ces 2 catégories de partenaires qui peuvent être intéressés. Activateurs d'espaces d'innovation auprès d'un incubateur ou de tiers-lieux, par exemple. Chargés d'innovation ou de projets de transformation dans les entreprises. Chargés de veille et prospective. Et puis, par exemple, consultants projets d'innovation, soit en interne, soit en externe. La slide suivante, je vais peut-être pas la détailler parce que je préfère qu'on laisse un peu de temps aux questions. Là, je pense que j'ai un peu mangé mon temps. Mais pour chacune des missions, des fonctions que je vous ai citées tout à l'heure, on a fait des fiches de poste et vous pouvez les consulter d'ailleurs sur le site du Centre Michel Serres. Là, on a un exemple de projet d'innovation interdisciplinaire que Christophe a cité tout à l'heure, hein, qu'on a mené donc pour la direction innovation de Bouygues. Quel mode de vie énergétique locaux en 2030? Donc l'idée, c'était de se dire effectivement comment on va vivre avec cette crise, mais ces problématiques énergétiques qui se posent avec
toutes les problématiques sociétales liées au développement durable. Et en fait, ce qui est intéressant sur cette slide, c'est l'approche qu'a menée notre équipe d'étudiants, ils étaient 8, avec bien sûr architectes, ingénieurs, sociologues. Et ils sont partis par la définition, bien sûr, il y a toute la phase bibliographique, recherche d'informations, etc. Et ils sont partis par la définition de 3 prismes à travers lesquels ils voulaient voir le projet. Donc le prisme du bonheur, le prisme du partage et du profitable. Et puis à l'issue de ça, ils ont développé 8 scénarios. Là, vous en avez un qui est illustré, mais qui est pas détaillé, bien évidemment. La lochabitante, avec ses caractéristiques, production énergétique et alimentaire locale, village urbain, déplacement minimisé, etc. Et ça a permis d'identifier, mais là ça rebondit sur le discours de Christophe et de Philippe aussi, 8 scénarios très différents avec des personae qui ont leurs caractéristiques propres et qui permettent de mettre en visibilité ce qui peut arriver. Alors là, en l'occurrence, dans un futur assez proche, 2030 quand même, et qui doit permettre à l'entreprise et à ses collaborateurs de se projeter et de prendre des décisions par rapport à ces activités futures. Voilà. Sur la slide suivante, qui est très importante, donc c'est le processus de recrutement. Et bien évidemment, dans ce processus, on va voir 2 chaînes. Le processus recrutement des candidats. Les candidats s'inscrivent, alors bien sûr sur le site d'Ingénieur 2000, c'est Ingénieur 2000 qui va gérer toute cette partie-là. Inscription des candidats, il y a des tests en ligne qui sont prévus, qui sont faits d'ailleurs par les candidats. Français, culture générale, anglais, tests psychométriques. On analyse les résultats et à l'issue d'un jury avec des personnes du centre Michel Serres, le responsable de la formation, Philippe Durance, on rend des candidats admissibles. L'admission définitive n'étant prononcée qu'une fois que ces candidats admissibles ont trouvé une entreprise, une collectivité qui va les prendre dans un contrat d'apprentissage. Et là aussi, le point d'entrée, c'est Ingénieur 2000. C'est-à-dire que le CFA reçoit les offres d'apprentissage que les entreprises, que les collectivités vont bien vouloir lui transmettre, sachant qu'elles peuvent être aidées aussi sur la nature des missions. Nous, on discute aussi avec les partenaires pour qualifier ces missions, en discuter, peut-être les orienter dans certains temps, accompagner l'entreprise dans la définition de ces missions. Et ensuite, il y a le rapprochement candidat-entreprise qui est fait selon les critères que l'entreprise nous aura donnés auparavant pour trouver le candidat idoine qui va pouvoir convenir à la mission qui va être proposée. Ensuite, ces gens-là sont embauchés. Il y a un accompagnement juridique qui est réalisé par également le CFA Ingénieur 2000. Et je pense qu'on arrive à la dernière slide, effectivement. Et donc, pour déposer une offre, vous pouvez vous connecter sur le site d'Ingénieur 2000 qui est inscrit sur l'écran. Vous pouvez également vous renseigner sur cette formation, sur le site du Centre Michel Serres via Exam Université Master IES P3. Et puis, bien sûr, maintenant, nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions que vous avez bien voulu poser. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Marc, merci Christophe. Bon, alors on a quelques questions déjà, je vais me faire le porte-voix, si vous voulez bien. Il y en a une à laquelle je vais peut-être d'ailleurs répondre un peu. Il y a une question sur qui est Michel Serres, en fait. Et donc Michel Serres, c'était un ingénieur naval qui a commencé comme ça, mais qui est surtout devenu un de nos grands philosophes des sciences. Et c'est un peu le philosophe, on cite souvent Edgar Morin comme étant le philosophe de la complexité, mais je pense que Michel Serres, c'est certainement le philosophe de la transdisciplinarité. D'où peut-être le lien, mais ça je laisserai répondre Marc à cette deuxième question, c'est pourquoi Centre Michel Serres? Est-ce que Michel Serres a été impliqué dans la création du centre? Michel Serres a été bien sûr impliqué dans la création du centre, c'est-à-dire qu'il nous a donné en quelque sorte sa bénédiction parce que le message que l'on voulait porter, les valeurs que l'on voulait défendre, notamment à travers l'interdisciplinarité, sont ou étaient des valeurs qu'il a défendues très très longtemps. Et donc, il était très proche du centre, bien évidemment. Merci. On a une question sur les avantages d'un alternant. C'est quoi les avantages pour une entreprise de prendre un apprenti ou un alternant? Je vais peut-être prendre la question. Dans le groupe, ce que l'on aime bien finalement, c'est pouvoir
soit avec un alternant, soit d'ailleurs avec un stage de longue durée, hein, ça peut être un projet de fin d'études, etc., pouvoir véritablement faire le match entre le jeune qui continue sa formation et puis l'entreprise, pour l'impliquer déjà tout de suite sur la problématique de l'entreprise et puis voir si finalement le match convient. Et on s'aperçoit que finalement, cette voie d'entrée dans notre groupe est très fréquente. C'est-à-dire qu'il est rare que le recrutement se passe from scratch, comme ça, venant de l'extérieur. La voie la plus classique pour intégrer le groupe Bouygues, notamment, c'est véritablement cette voie d'alternance, les voies des stages de fin d'études ou des stages plus longs. Donc, c'est très fréquent et ça se comprend par justement le fait de pouvoir, pendant une durée importante, ce que l'on réalise en ce moment avec le Centre Michel Serres, de voir les candidats évoluer, les étudiants évoluer et véritablement d'avoir un match qui fonctionne. On a 2 questions très concrètes en complément. Combien coûte un alternant? Et puis deuxième question, c'est quelles sont les capacités d'accueil en termes d'effectifs là, sur ce programme? Je suppose que je vais répondre déjà au moins à la dernière question. Les capacités d'accueil, c'est pour le premier lancement en septembre 2021, c'est une vingtaine d'apprentis. De toute façon, ce ne sont pas des formations destinées à accueillir des cohortes trop importantes, parce qu'il y a cette vie en projet, etc. C'est aussi un espace de vie, le Centre Michel Serres. Donc, on se cantonne au moins sur la première promotion à une vingtaine d'apprentis. En ce qui concerne le coût d'un alternant, je voudrais pas vous dire de bêtises et je vous conseille de vous renseigner auprès d'ingénieurs 2000 et notamment en vous connectant sur le site qui vous est présenté là sur cette slide. Donc www.ingénieur2000.com. Voilà. Voilà. Ok. Bon, il y a une question pour moi, alors je vais me l'auto-poser. La question, c'est est-ce que pourquoi la prospective est essentielle à la pérennité des entreprises? On va y répondre à 2, Christophe, peut-être. D'accord. Bon, alors moi, je considère que la prospective est importante pour la pérennité des entreprises parce qu'elle permet aux entreprises de se préparer au coup d'après ou au monde d'après. L'idée de la prospective, c'est de regarder suffisamment loin alors non pas pour deviner, hein, c'est pas la question de deviner l'avenir ou même de prévoir l'avenir, mais c'est l'idée d'explorer de manière suffisamment large pour se préparer à des éventualités et donc d'être, on va dire, capable de réagir positivement. Alors même si je suis pas un fan forcément de la réactivité comme attitude vis-à-vis de l'avenir, mais ça permet quand même dans certains cas d'être un peu plus résilient parce que ça permet de mettre en place des actions rapidement face à des choses qui arrivent et sur lesquelles on a déjà travaillé parce qu'on les avait étudiées, explorées dans le cadre de la prospective. Et puis encore une fois, ça permet aussi surtout d'exprimer un souhait, d'aller vers un souhaitable pour soi. Donc ça permet de voir dans l'avenir quelles sont ces marges de manœuvre, quelles sont les marges de manœuvre possibles, et donc de prendre des décisions qui vont dans un sens souhaitable, que ce soit pour une entreprise ou ça marche aussi évidemment pour un territoire ou pour tout type d'organisation. En fait. Christophe, je te laisse compléter. Oui, pour compléter, effectivement, je pense que la prospective, c'est un bon allié de la vision, hein, et une entreprise sans vision peut pas fonctionner longtemps. Et si je reprends l'exemple de mes 3 scénarios de tout à l'heure, qui étaient finalement des scénarios assez abrupts, hein, et entre techno first, ressources first et puis croissance first, il est évident que le futur sera pas aussi segmenté que ces 3 scénarios. N'empêche que ça permet de bien pousser une direction et de regarder quand on pousse à l'extrême cette direction, de voir soit les incohérences, soit les sujets qu'il faut absolument pas louper. Ouais, les enjeux. Les enjeux clés, ouais. Absolument. Bon, très bien. Bah, écoutez, merci à tous et à toutes. Donc, on ne peut que vous engager à
à consulter les sites qui sont indiqués là, que vous avez devant vous. Et puis, pour répondre éventuellement aux questions qui restent et qui sont encore plus précises ou plus pointues. Et puis voilà, il est le temps de conclure. Donc j'ai conclu. Christophe, Marc, si vous voulez conclure aussi. Christophe. Merci de nous avoir écoutés pendant ce webinaire. Nous, on va continuer. Vous avez vu que les programmes que l'on a avec notamment le Centre Michel Serres sont de plus en plus denses. Je pense qu'on a plein de sujets sur lesquels on a envie de travailler sur cette prospective de demain. On voit que tous les sujets qui touchent notamment au sujet de l'impact du climat nous poussent à avoir une prospective affinée. On est sur la lame du couteau, donc il faut y aller. Merci. Moi aussi, je vous remercie de nous avoir suivis. Et puis, j'espère que cette séquence vous aura donné envie d'aller vous renseigner un peu plus avant sur la prospective et puis ce master prospective, innovation, disruption. Et donc, bonne soirée à toutes et à tous. Et à bientôt. Au revoir. Bonsoir.